Bonjour et bienvenue pour cette petite conférence de 30 minutes avec Becquerel au sujet de la question des aidants. Donc je me présente, je suis Agnès Bécard et je suis coach au sein de l'association Nouveau Souffle qui a été créée en 2015 sur cette problématique qui est un peu nouvelle en France et qui se développe de plus en plus. Donc je vous présenterai déjà qu'est-ce qu'un aidant et puis ensuite un peu notre travail. Alors déjà, donc, qu'est-ce qu'un proche aidant ? Environ 5 millions de Français aident un proche touché par le cancer. Ça, ce sont des chiffres. Si je vous pose la question de combien y a-t-il d'aidants en France de façon globale, est-ce qu'il y en a qui savent ? Voilà, on est à 11 millions et ce chiffre ne fait qu'augmenter. 62% exercent une activité professionnelle, donc ça c'est un chiffre qui est important parce que bien sûr ça impacte notre travail au quotidien. Et puis après donc on a toute la question donc, des vulnérabilités physiques, psychiques et sociales. Donc ça c'est tous les sujets que typiquement on travaille en atelier que je présenterai tout à l'heure. Dans les problématiques principales, on a donc la question de l'isolement social. La moitié se disent isolés et démunis. La santé est aussi donc affectée. Un tiers délaissent leur santé, la moitié se disent épuisés, un tiers décèdent avant l'aider. Alors ça c'est un chiffre qui est un peu grave. Il s'avère que dans ce tiers-là, la pathologie la plus touchée c'est les maladies neurodégénératives qui usent le plus les aidants. Mais les maladies chroniques sont aussi dans ce truc-là. Donc on a besoin d'aide, mais très peu en demande. Moins de 5% des aidés sont accompagnés. On a cette problématique de l'aidant qui ne se sait pas aidant. Donc, il n'a pas choisi d'être aidant, il le subit. Et du coup, quand il y a des dispositifs qui sont créés pour les aidants, très peu en bénéficient. Alors, qu'est-ce qu'un aidant familial ? Donc, c'est toute personne qui aide de façon régulière un proche et appartient à la famille. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un parent, d'un conjoint ou d'un enfant. À titre bénévole, donc ça c'est à l'opposé donc, de l'aidant professionnel, comme les aides à domicile, mais tous les professionnels de santé qu'on pourrait considérer comme des aidants aussi. Et l'aidant familial donc, apporte une aide qui est récurrente, et de là on parle donc d'une charge qui peut être physique et ou aussi mentale, puisque tous les jours on doit penser, on a une charge mentale supplémentaire. Donc ça c'est la loi qui dit ça. Petit aparté sur la question du proche aidant, qui est un peu différent, qui est aussi une définition que l'État a pris en compte. Donc le proche aidant n'est pas un aidant familial, il n'est pas de la famille. Ça peut être votre boulanger, mais qui tous les jours va s'enquérir de la santé d'un proche. Il est considéré aussi donc, dans ce cadre-là. Alors là, c'est la question de la notion de l'aidant au sein de la société française. On se rend compte que très peu de personnes, vous voyez, 48% n'en ont jamais entendu parler. On trouve encore des parents, par exemple, d'enfants handicapés qui ont toujours été aidants et qui disent je ne suis pas aidant, en fait, qui ne se considèrent pas comme aidants, qui considèrent que c'est un état depuis le début qui est comme ça. Dans les maladies chroniques, par exemple, on peut avoir des aidants qui sont aidants depuis de nombreuses années. Et là, c'est pareil, ils ne s'identifient pas comme aidants. Donc on a quand même une évolution, vous voyez, entre 2015 et 2021. De plus en plus de personnes sont sensibilisées à cette question. Et l'État a pris à bras-le-corps ce sujet, puisqu'il fait régulièrement des campagnes de sensibilisation. On a eu des affiches à Rouen, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur les aidants. Donc déjà, ce mot n'est pas totalement inconnu.
mais on est encore dans les débuts. Concernant notre association, donc on a une présidente, Hélène de Chanterac, qui a fondé ça donc en 2015, et on couvre toute la France. On est donc un réseau de coachs certifiés sur toutes les régions. Donc moi je couvre la région Normandie, donc c'est vrai que ça va du Havre, c'est assez grand, et j'anime donc des ateliers à la demande des établissements. Voilà. Alors, notre vision des besoins des proches, donc ce que je disais tout à l'heure, on ne choisit pas d'être aidant, bien souvent on subit, et du coup c'est un peu un tsunami dans la vie de l'aidant. Donc on a toutes ces problématiques de quotidien bouleversé, et puis aussi donc ce qu'on appelle la gestion de l'organisation du quotidien. Par-dessus, donc on rajoute le stress, la fatigue, et puis tout ce qui est relationnel, relation à la famille, aux frères et sœurs, aux enfants. Tout ça est très compliqué, et quand on n'est pas préparé, ce qui est le cas de nous tous, et que ça nous tombe dessus, eh bien c'est important d'être accompagné dans tous ces moments qui ne sont pas évidents à gérer. Voilà pour le fond. Concernant la manière de travailler, donc là vous avez un petit récapitulatif des questions qui sont traitées. Par exemple, la question de déléguer. On va se rendre compte qu'il y a des aidants qui sont épuisés, tout simplement parce qu'ils ne délèguent pas, parce qu'ils sont incapables de déléguer, n'ont pas envie. Alors on travaille ensemble pour se dire qu'est-ce qui peut m'aider à être un peu moins fatigué. Il faudrait que je délègue. Est-ce que vous pouvez déléguer? Non. Très bien. Donc là, on va travailler ensemble pour voir qu'est-ce qu'on est capable de déléguer. Il y a quand même des petites choses. Donc on fait des petits pas. On avance par petits pas. Les grands pas, c'est pas pour nous. On y va petit à petit. Et moi, j'accompagne vraiment main dans la main jusqu'à ce qu'il y ait des petites choses qui se fassent. Et honnêtement, quand il y a un petit pas qui se fait, eh bien, le reste se décante assez vite, assez facilement. Mais c'est le début qui est difficile. Donc d'identifier déjà les soucis. La question par exemple du répit. On veut pas prendre de répit pour soi, parce qu'on considère que c'est pas nous le malade. Donc forcément, c'est pas à moi de prendre du répit. Sauf qu'on se rend compte que si je prenais un peu de répit, peut-être que ma relation à l'autre serait peut-être plus de meilleure qualité. Je serais moins épuisée. Je pourrais peut-être me donner un peu plus. Alors du coup, on travaille ensemble sur ça, sur la question du répit, la question des prises de décision difficiles quand on a le nez dans le guidon, de prendre des décisions. Et en méthodologie, donc on utilise, moi principalement dans mes ateliers, donc le co-développement, et puis après donc ça, tout le reste, donc la PNL, la communication non violente, donc ça sont des outils des coachs qu'on utilise et qui sont maîtrisés. Concernant le public accompagné, c'est évidemment tous les âges. On a quand même des problématiques très très nouvelles concernant par exemple les mineurs aidants. On ne travaille pas avec les mineurs aidants, mais on a aussi les étudiants aidants. Là par contre oui, donc nous on travaille vraiment avec les adultes. Il existe des associations qui s'occupent que des mineurs aidants, bon à savoir. Je dis ça parce que j'en ai vu là en restant devant la Becquerel, j'ai vu des mineurs. J'ai vu des mineurs accompagner des patients, et j'ai vu aussi des jeunes de 20 ans. Donc il y en a plus qu'on ne le pense. Et ça veut dire que ces jeunes-là, quand ils sont en train d'accompagner leurs parents ou quelqu'un de la famille, ils ne sont pas en cours. Donc il y a des solutions à trouver qui sont possibles, parce qu'on considère que ce n'est pas normal qu'un jeune quitte ses études. Il y en a certains qui quittent carrément leur étude pour s'occuper d'un parent. Et la question donc du proche aidant donc, par rapport à un enfant handicapé ou une personne qui est handicapée. Donc, en dessous de 60 ans, le handicap, on considère qu'une personne handicapée c'est en dessous de 60 ans, et au-dessus de 60 ans on appelle ça une personne âgée. Voilà, ça c'est la définition du cas. Donc ça pose aussi d'ailleurs plein de problèmes de prise en charge après. Et voilà, parmi les aidants, donc on en a
comme on l'a dit tout à l'heure, une sacrée proportion en activité professionnelle. Alors ça pose toute la question de comment j'en parle à mon employeur. On a une grosse majorité qui n'ose pas le dire. Et moi, j'ai interrogé des chefs d'entreprise en leur demandant, à tout hasard, est-ce que tu sais combien tu as de personnes aidantes dans ton entreprise? Et on me répond à chaque fois, je ne pense pas en avoir, j'en ai pas. Et en fait, il y en a 25%. Dans la moyenne française, 25% des salariés sont aidants. Et donc personne ne le sait. Et certainement même pas votre collègue de travail qui ne le sait pas non plus. Mais tout ça mène à de l'absentéisme, certainement du burn-out. Quand vous rentrez à 17h et que vous avez encore un parent dont vous devez vous occuper, tout ça fait que ça augmente la charge de travail. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On travaille dans nos ateliers là-dessus, sur éventuellement comment en parler en entreprise. Nous-mêmes, on intervient aussi en entreprise, notamment sur, par exemple, l'aménagement des horaires de travail qui peuvent être faits. Il y a plein de solutions qu'on peut trouver. Il y a aussi une bonne partie donc, dans les aidants qui sont retraités. Et puis voilà, les étudiants et les jeunes pros, comme je l'avais dit tout à l'heure. Alors, dans les exemples de problématiques, quelles limites poser pour aider mon proche tout en vivant ma propre vie? Alors voilà, donc ça c'est des problématiques typiquement personnelles. Et tout ça, on arrive à trouver Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir des outils qui peuvent nous faire avancer très 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 concrètement pour sortir de toutes ces problématiques. Alors par exemple la question du deuil, donc là c'est particulier. Alors moi j'ai constaté par exemple dans les ateliers qu'on pourrait se dire, est-ce qu'on mélange des aidants touchés par le deuil et d'autres qui ne le sont pas du tout? Et on se rend compte qu'en fait malgré tout ça peut donner une dynamique dans le groupe qui peut être très intéressante. Et voilà, donc moi je ne sélectionne pas en fonction des problématiques, je trouve que toutes sont très enrichissantes. Voilà pour les problématiques, la question du travail, dont on a déjà un tout petit peu parlé. Oui, il y avait aussi la question par exemple de la relation avec son proche quand le proche ne peut plus parler, par exemple, donc la communication est rompue. On a beaucoup d'aidants qui sont très affectés par le fait d'avoir l'impression de perdre la personne, sauf qu'en fait elle est toujours là, elle est bien vivante. Et donc du coup, ça c'est ce qu'on appelle le deuil blanc, là on travaille là-dessus, on fait le deuil d'une relation, mais pas d'une personne. Voilà. Donc il y a tout un travail qu'on peut faire ensemble pour améliorer en fait cette relation, et pour améliorer la communication. Alors après, sur la façon dont on fonctionne, moi j'ai mis en place, justement grâce à Becquerel qui m'accueille et que je remercie vivement aujourd'hui, donc des ateliers de co-développement. Donc on a toute une méthodologie qui est vraiment très précise, avec carrément des petits temps horaires très précis. Donc on a un tour de table, on fait le tour en fait de toutes les situations des personnes. Donc c'est vrai qu'il faut que la personne accepte de présenter sa situation. Et après l'objectif c'est que chacun on va étudier le cas d'une personne et tout le monde va se retrouver à partager la problématique de la personne, et après par tout un tas de questions guidées, on va être orienté solution. Voilà, chacun va pouvoir un peu apporter sa petite pierre, et ça permet évidemment donc déjà beaucoup de recul, et ça permet aussi aux aidants qui sont parfois un peu le nez dans le guidon de se dire tiens, pour une fois ma situation elle a servi à d'autres, et ça met un peu de baume au cœur pour certains. Voilà. Donc on a environ 4 à 5 ateliers en fonction du nombre de personnes. C'est des ateliers qui durent 2 heures, et l'idée c'est de travailler pendant 1 heure sur le cas d'une personne. Donc après l'impact, alors ça c'est intéressant, en fait le principal impact c'est quand même la santé. On se situe dans la prévention santé. C'est-à-dire qu'on a constaté que de plus en plus d'aidants étaient hospitalisés. J'en parlais le mois dernier,
avec le chef de service des urgences, là, au CHU, qui me disait de plus en plus, on a l'aidé et l'aidant. On a le malade et l'aidant, qu'on hospitalise, tous les deux. Donc ça devient un problème de santé publique. L'objectif est d'éviter ça. Et on peut éviter. On peut l'éviter. Il faut que ce soit pris à temps. Donc on n'arrive pas en burn-out quand c'est trop tard, c'est pas le moment. Donc prenons-le à temps. Alors pour ça, ce que je dis aux professionnels de santé, ou en tout cas aux personnes qui sont en contact avec les aidants, souvent la question un peu facile qu'on peut poser à un aidant, c'est en gros, quel est votre niveau d'épuisement sur une échelle de 0 à 10 ? Et quelqu'un qui va dire, je suis à plus que 5, eh bien on peut déjà se dire, et on peut déjà identifier que c'est quelqu'un qu'il faut faire attention. Voilà. Et dans ces cas-là, il faut réussir à le prendre en charge assez vite pour éviter... voilà. Alors, le constat qu'on a fait, c'est que les aidants, ils ne se reconnaissent pas aidants. Ils ne s'identifient pas comme un aidant. Et il y en a plein qui n'aiment pas ce mot. Donc, qui disent c'est normal. Donc, nous, on n'aime pas ce mot aidant. C'est normal, je m'occupe de ma mère, de mon père, c'est normal. Il n'y a pas à avoir un statut pour ça. Le problème, c'est quand la situation se dégrade. Le problème, c'est quand on a sa propre santé aussi en jeu. Bon. Donc, du coup, le passage à accepter un accompagnement n'est pas évident. Et ça, c'est vrai que les professionnels de santé ont un rôle là-dedans quand ils peuvent. En tout cas, ceux qui sont en contact peuvent avoir un vrai rôle à jouer. Il s'avère qu'on a fait un constat dans tous les dispositifs qui sont mis en place auprès des aidants, que très peu en profitent. Alors, bien sûr, il y a des problèmes de communication. Ils vont dire, je ne savais pas que ça existait, etc. Mais malgré le fait de communiquer, malgré le fait d'aller les voir, etc., on a du mal à mobiliser les aidants. Donc, il y a effectivement cette question de la sensibilisation. Mais je pense que faut que ça rentre un peu dans les mentalités. Et si tout le monde s'y met, peut-être que on aura peut-être plus d'impact. En tout cas, tous ressortent, moi je le vois dans les ateliers, très apaisés, ont pris du recul. C'est ce qu'on dit la question du stress, la question de la culpabilité qui revient quand même très souvent. Et le fait d'avoir fait le point, le fait d'avoir partagé avec d'autres, fait qu'en fait on reprend pied dans sa vie. Voilà. Plutôt que de subir la question de je subis d'être aidant, eh bien je peux le choisir. Voilà. Et je le choisis, mais parce que j'en suis responsable. Et j'ai posé mes limites. Là, j'avais fait un petit zoom sur le répit. Voilà, alors le répit et la question de la culpabilité, on a déjà un tout petit peu parlé. Ce que je voulais dire, c'est qu'il existe quand même, l'État et les groupes de protection sociale, etc., les mutuelles, ont mis en place des aides très concrètes. Alors, il y a tout ce qui est droit, on l'a vu la dernière fois avec la conférence là, en octobre, sur tous les droits pour les aidants qui sont mis en place. C'est un système qui est compliqué, parce qu'il y a plein de cases à remplir et qu'une fois sur deux, on n'est pas dans la bonne case, mais quand même, il y a des choses qu'on peut faire. Et puis dans les dispositifs, donc vous avez par exemple des séjours de répit aidant-aidé, où vous venez avec la personne, mais qui est prise en charge en journée, ce qui permet quand même de souffler un peu. Et on a quand même des aidants qui peuvent vous dire, ça fait 10 ans que je n'ai pas pris du tout de vacances. Eh bien, il faut savoir qu'il existe des solutions. Il en existe beaucoup. Et on n'est pas au courant de tout. Voilà. Et en plus, elles bougent tout le temps. C'est un peu fatigant pour tous parce que chaque année, il y a de nouveaux dispositifs. Il y en a qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas été utilisés. Ils sont transformés et en moralité, l'information a du mal à arriver au bout du bout. Donc nous, c'est vrai que dans nos ateliers, on est là aussi pour orienter. Voilà. Besoin de l'aidant. Donc là, c'était la prise de conscience, la question de la prise de conscience. Donc déjà, quand on a pris conscience, on a déjà fait la moitié du travail. Et puis moi, par tout un tas de questions, eh bien, on arrive à aller précisément à identifier tous les besoins, le ou les besoins,
et de trouver une solution. Oh, pardon. Voilà, donc là j'avais mis tous ceux qui nous soutiennent. Bon. Voilà. J'en ai fini pour cette petite présentation sur les aidants. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Merci Agnès. Agnès, moi j'ai eu, effectivement, je rejoins tout à fait ce que vous disiez, hein, c'est le fait de ne pas se reconnaître en tant qu'aidant. J'ai des infirmières coordinatrices de différents parcours, hein, CNO, ORL, et qui n'ont pas, neuro-onco, qui n'ont pas réussi à mobiliser. C'est vrai qu'on commence ces ateliers avec elles. Je pense qu'il faut donner le temps au temps, mais c'était pas évident pour les aidants de se reconnaître comme aidants. Chacun disait ce que vous disiez là, c'est normal, non, j'ai pas besoin. C'était juste pour corroborer ce que vous disiez. Ouais, merci beaucoup Amel. La question de l'aidant, elle est quand même très récente. Donc toutes ces campagnes de sensibilisation, je pense qu'on doit toutes les prendre à bras-le-corps. L'État fait sa part, vous faites votre part, tout le monde fait sa part, dans la mesure où il peut le faire. Et après, moi j'ai des retours, par exemple, plusieurs mois plus tard, où j'ai une personne qui m'appelle, qui me dit « mais il y a 6 mois, je vous ai entendu, et ben j'ai... » Voilà, et en fait la personne se réveille à un autre moment. Donc je pense que c'est... Voilà, faut que ça décante. Faut que ça décante, et puis qu'on comprenne bien aussi les enjeux de l'aidant. Je pense que vraiment là on se positionne vraiment en prévention santé. C'est-à-dire que si on a un aidant qui est d'aplomb, qui est bien dans son rôle, et ben il pourra bien accompagner l'aidé. Si on en a un qui est au bout du rouleau, ça va être on en aura 2 malades, quoi. Et c'est quand même pas l'objectif. Mais ça prend du temps. Donc j'ai confiance. Moi, ce que j'ai constaté dans l'expérience autour de moi, c'est que ça marche aussi beaucoup par pair, si je peux dire. C'est que lorsqu'on a des amis ou des gens qu'on connaît qui ont bénéficié de telles aides, du coup, on ose y aller. Alors, moi, ce que je voulais vous demander aussi, c'est que moi, je connais ça aussi pour tout ce qui est maladie psychiatrique, Alzheimer, des choses comme ça. Est-ce que dans votre association, toute pathologie est mélangée, si je peux dire, enfin, c'est pas très joli comme mot. Oui, tout à fait. Alors, nous, ce qui se passe, c'est que on reçoit des financements, donc c'est comme ça que les ateliers sont financés. Et en fonction des financeurs, eh bien, ça va être orienté selon les pathologies. Donc, par exemple, on a travaillé avec le CRA, donc le Centre de ressources autistiques. Et là, dans ces cas-là, on a reçu un financement pour travailler avec des parents d'enfants autistes. Donc, ce qui fait que là, j'avais un atelier très spécialisé. Là, je travaille avec Becquerel. Il s'avère qu'on a reçu un financement dans ce cadre-là. Donc, je prends des pathologies liées au cancer. Alzheimer, c'est quasiment... On en a beaucoup. Alors là, c'est plus du coup, par exemple, Malakoff Humanis, etc., qui financent. Et alors, ça m'arrive d'avoir des ateliers où toutes les pathologies sont mélangées. J'ai eu ça. Et c'est pas un souci. Parce qu'en fait, quand les gens commencent un peu à partager, déjà ils arrivent et ils sont persuadés que ce qu'ils vivent est la chose la plus horrible de la planète, ce qui est vrai, mais quand ils écoutent le voisin, ils se rendent compte que finalement ils ne préféreraient pas être à la place du voisin. Et que finalement ce qu'ils vivent, c'est peut-être pas le pire. Donc déjà, on fait rabaisser la pression. Et toutes les pathologies, non, je trouve que ça enrichit en fait chacun. C'est pas gênant. On s'était posé la question avec Red justement en fonction des différents services, des différents cancers. C'est vrai qu'un cancer en fin de vie, est-ce qu'on met un aidant qui est plutôt avec une jeune femme qui a un cancer du sein, et donc on n'est pas dans les mêmes approches. Je pense que les deux thèses se défendent. J'ai pas eu trop de problèmes en termes de différence de pathologie ou de... Je pense que tout le monde se sent un peu concerné, franchement, à son niveau en tout cas. Dans le repérage, il y a des infirmières de coordination de cours. Je pense que peut-être en tant que médecin, on a aussi un petit rôle à jouer. De temps en temps, on voit des patients où clairement le maintien à domicile devient extrêmement difficile.
où on propose déjà des recours via des prescriptions, mais d'aide à la toilette, de passage, etc. Et le patient lui-même serait prêt à dire ok, et c'est le conjoint qui refuse. Non, pas chez moi. Donc à un moment donné, c'est important aussi, et souvent c'est des gens âgés qui sont accompagnés d'un enfant qui n'arrête pas d'essayer de faire rentrer les aides à la maison et qui n'y arrive pas. Et la parole du médecin, des fois, permet quand même de décanter certains trucs. Bon, après, il y en a d'autres qui refusent et qui continuent de refuser, mais le fait que ce soit dit par quelqu'un d'autre que la famille, qui est aussi un peu la référence dans la prise en charge du patient, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, si on a le même discours que le médecin traitant aussi, des fois, alors qu'on ne s'est pas vu au téléphone, ça fait autant d'intervenants différents qui finalement renvoient. Oui, et puis de rappeler l'information. Après, ce qui est marrant aussi, c'est de voir, il y a des aidants qui viennent et qui disent après ce qu'ils font avec moi à leurs enfants. Et les enfants disent « Quoi, mais ça fait des années qu'on te dit de faire ça. Et il faut que tu ailles voir quelqu'un pour enfin le faire. » Donc on sent que parfois la parole, en tout cas de la famille, on est têtu, j'en sais rien, mais en tout cas on ne veut pas l'entendre, alors que d'aller voir un professionnel, en tout cas une personne extérieure, il y a un impact qui est immédiat, alors que la personne entend la même histoire depuis des années. C'est assez, effectivement. Et le pouvoir aussi de ces groupes finalement très multi-histoires, à défaut d'être multidisciplinaires, mais et enrichissant dans les approches d'éducation, quand on fait des ateliers où on fait venir les patients, mais aussi les aidants, on se rend compte que finalement, à la limite, ils se corrigent entre eux et que la personne qui anime le groupe... moi je suis épatée. Ils ont beaucoup plus de réponses que moi. Alors là, moi je suis épatée de voir... Et alors surtout, les retours que j'ai, surtout, c'est la capacité d'écoute qui est d'une qualité qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est-à-dire que parfois, vous avez une personne qui va s'arrêter de parler, il va y avoir un silence de 5 minutes, mais les gens écoutent le silence. C'est quand même assez unique de voir ça. Donc je pense qu'il y a une sorte de communion entre eux qui se produit, une vraie écoute, et du coup, ça libère la parole. Et là, ils disent des choses, effectivement, qui disent j'ai jamais eu l'occasion d'en parler, ni à mon conjoint, ni à mes enfants, mais parce qu'ils savent que les autres comprennent, en tout cas, sont sur la longueur d'onde. Ouais. J'ai une question par rapport aux ateliers, soit pour le cancer ou pour maladies neurodégénératives comme Alzheimer, où l'évolution de la maladie peut aller vite et d'aller parfois peut-être dans le bon sens pour certains, mais dans Alzheimer, je pense pas que ça peut revenir en arrière. Est-ce que dans les ateliers, les personnes sont aussi regroupées un peu par sévérité de la situation? Parce que je me pose la question en tant qu'aidante, mais peut-être à un stade où la situation n'est pas, disons, c'est pas évolué, donc et on croise les doigts que ça ne va pas évoluer, mais il y a toujours cette peur que ça peut. Et donc je me pose la question de, par exemple, si je vais dans un atelier et que toutes les personnes sont en train de discuter sur des cas où la maladie est très avancée et très dure à vivre, et de me mettre dans une situation où je ne suis pas encore, et j'espère que je ne serai pas, et de finalement être plus angoissée à la fin de l'atelier que... voilà, parce que c'est peut-être trop tôt, ou c'est peut-être pas adapté. Parce que là, je suis venue parce que je me dis que c'est des super initiatives et que ça peut être très important, et j'aimerais bien y aller, mais en même temps, je me dis, j'ai peur de sortir pire. Oui, bien sûr. Alors ça, on en avait discuté justement avec Amel et les chefs coordinatrices, qu'on appelle, les infirmières coordinatrices, parce que justement, selon les services, il y a des services qui sont plus proches de la fin de vie que d'autres qui ne le sont pas du tout. Et donc, elle-même posait cette question, que l'idée, c'est pas de plomber l'ambiance et d'entraîner tout le monde vers un truc qui va pas bien. Donc, je dirais que de façon générale, je n'ai pas eu
comment dire, un groupe où il y aurait 9 personnes concernées par la fin de vie et une qui ne l'est pas. J'ai jamais eu ça. En règle générale, la question de la fin de vie, j'en ai une par groupe. Et encore. Donc vous voyez, c'est pas... Mais finalement, comment savoir quand s'inscrire pour un atelier ou quand... alors là, du coup, le prochain aura lieu donc, le 6 décembre, ici avec Rennes. Donc là, j'ai déjà quelques inscrits. Et dans les inscrits, il n'y a pas cette problématique-là, vous voyez, par exemple. Voilà. Mais vous avez raison, ça pourrait arriver. Après, nous, c'est notre rôle quand même. Là, la question de la fin de vie, bien sûr, c'est notre rôle d'accompagner ça. Et donc, je vous rassure, on ne ressort pas d'un atelier plombé. Vous voyez, c'est pas l'objectif du tout. Normalement, on ressort requinqué. Donc, vous inquiétez pas là-dessus. C'est pas... Peut-être aussi, pour vous rassurer, on fait des groupes de patients par pathologie sur l'information de la maladie. Alors on fait plutôt ça en hémato, quoique il y a aussi Octobre Rose pour les femmes, enfin les personnes atteintes de cancer du sein, mais où là, dans la même salle, on peut avoir des gens qui sont au diagnostic initial, des gens qui sont en cours de traitement, des gens qui sont en rémission, des gens qui sont guéris, il y en a peu qui viennent, mais il y en a quand même, et puis des gens qui sont en rechute, et puis des rechutes qui se passent pas bien. Et pour autant, le fait qu'ils aient en lien commun la pathologie fait que finalement ils ont des choses à échanger que eux seuls peuvent comprendre entre eux. Et je pense que pour les aidants c'est pareil. Et le rôle du modérateur de ces réunions, de ces ateliers, serait surtout si dans le groupe il y en a un qui se met à avoir une emprise trop forte, voire une emprise, de l'amener à revenir au même niveau que tout le monde et ne pas pouvoir aller à son cours de gym et en souffrir énormément parce qu'on est aidant, ou au contraire ne pas s'autoriser à aller chercher une baguette de pain. Et tout aussi important que... pour deux aidants différents. Alors, peut-être que les solutions seront les mêmes. Et donc, participer à ces ateliers, ça peut être intéressant à tout stade. Elle a tout à fait résumé la situation. Alors après, justement, cette méthodologie et ce cadre du co-développement, il est minuté. C'est-à-dire qu'on a tout à fait des personnes qui vont monopoliser la discussion. Enfin, c'est normal, c'est humain. Sauf qu'on a un cadre qui fait que quand c'est 2 minutes, c'est 2 minutes. Donc on n'a pas à s'étendre éternellement, c'est pas le but non plus. Et donc on est là pour avoir ce rôle-là, justement, de laisser la parole à chacun, de ne pas s'étendre, et justement d'entraîner tout le monde. Voilà, c'est pas du tout ça. Et honnêtement, le cadre fait que on est protégé. On est protégé de ça, de ce que vous dites. Mais là où je rejoins le docteur, c'est que à chacun son niveau, et on apporte sa petite pierre à son niveau. Voilà. Moi, je voulais juste enchaîner là-dessus. Toutes les personnes que je connais qui étaient allées avec vos peurs, effectivement, c'est les peurs que j'entendais toujours, effectivement, c'était ça. À chaque fois, ça a été dépassé parce qu'il y a effectivement, comme vous dites, une gestion du groupe, parce que je pense que c'est très important, effectivement, qu'il y ait des professionnels dans ce genre de choses. Mais toutes les personnes moi, que je connais avaient un peu la boule au ventre en y allant, en se disant pourvu que je ne me sente pas encore plus plombée. Oui, alors il y a ça. Les gens qui ont pire parce que j'ai déjà ce que je vis et je ne. Enfin, j'en connais quand même beaucoup. Aucun n'a été plombé, justement. Non. Par contre, il y a de l'émotion, il y a beaucoup de partage, enfin, c'est un peu mieux quand même. Hein. Mais tous m'ont dit heureusement qu'on y va, qu'on y est allé parce qu'on ne se rendait pas compte, justement. On est tellement dans une situation qu'on a intégrée, qui nous paraît normale et tout, qu'on ne se rend même plus compte de ce qu'on fait et à quel point on est... Ouais. Alors c'est vrai que le groupe, il y a plein de gens qui nous disent, moi, j'aime pas trop ça, raconter ma vie en groupe, etc. Et en fait, on est pris dans le truc, et quand d'écouter rien que le premier témoignage, déjà... on est en confiance en fait, hein. Très vite on est en confiance, puis après il y a tout un cadre aussi voilà, de confidentialité, enfin, c'est quand même, voilà, il y a une méthodologie, c'est cadré et ça évite tout, voilà, on ne part pas dans tous les sens, quoi. C'est cadré. Voilà.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais. Je voulais savoir, dans les ateliers, du coup, il y a vraiment une sorte d'activité ou un thème, ou c'est plus un groupe de parole? Alors voilà, donc très bonne question. Alors tout ce qui se fait avec des thèmes, c'est plutôt les psychologues qui font ça, ou les formatrices. Moi je suis aussi formatrice, mais pas dans ce cadre-là. Mais en tout cas, les formateurs, eux, ou les psychologues vont faire des groupes de parole avec des thématiques. Par exemple, sur la question d'Alzheimer, ils vont dire, ils vont prendre une problématique de communication et dire... Nous, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est un groupe de parole, mais qui n'est pas que groupe de parole. Vu qu'on est tous coach, on est orienté solution. D'accord ? Donc, c'est pareil, je ne suis pas psychologue. Donc, parler du deuil, ce n'est pas mon job. Je ne vais pas parler du deuil, c'est pas ça. En revanche, je vais prendre en compte cette question-là, mais pour dire, ok, dans mon quotidien, qu'est-ce que je dois mettre en place ? Qu'est-ce que je dois faire ? Voilà, comment prendre ça en compte ? Mais vraiment, c'est pratico-pratique. Voilà. C'est l'apport du coaching par rapport justement à d'autres choses qui se font déjà. Et donc c'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a effectivement dans ce cadre-là beaucoup de dispositifs déjà mis en place pour les aidants qui malheureusement ne sont pas remplis. Que ce soit en formation, que ce soit des psychologues, par exemple au CRA, ils ont fait de la guidance parentale. C'est difficile de mobiliser. Parce qu'il il faut se sentir aidant. Et bien ça, c'est déjà un problème. Mais ça va venir. Fais confiance. Voilà. Je ne sais pas si... Ouais. Moi, c'était plutôt de te remercier je t'en prie. De cette dynamique. Et puis merci aussi aux professionnels qui sont venus parce que ça ne pourra pas se faire sans vous. C'est ça. Déjà que vous soyez convaincus pour effectivement pouvoir accompagner ça. Et donc on est ravis que ça s'initie. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que, comme je sais que pour en avoir un peu discuté avec les professionnels et ceux qui sont en contact direct avec les aidants, pour ne pas noyer d'informations, parce qu'ils ont tous d'autres chats à fouetter, ce que je dis souvent, c'est il y a juste une question à poser. Quel est votre niveau d'épuisement ? Et quand on est à plus que 5, sur une échelle de 0 à 10, là déjà, il faut prendre le... Et dans ces cas-là, moi, ce que je dis, c'est aux professionnels de santé, je dis, écoutez, acceptez-vous que Mme Bécard vous rappelle, et comme ça, moi, je peux présenter mon atelier, dire un peu ce que je fais en direct, ce qui évite aux professionnels de le faire, parce qu'ils n'ont peut-être pas que ça à faire. Donc, c'est un peu l'alternative, justement, pour en parler. Voilà. Et puis, pour qu'un plus grand nombre en bénéficie. Je disais, la dernière fois, on n'a malheureusement pas eu beaucoup de personnes, mais voilà, ça se met en place tout doucement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.